accordé par le khalife général des Mourides. Quelle lecture et quelles conséquences en tirer pour le leader du PASTEF? L'escalade de la violence au Proche-Orient. Pourquoi les réactions sont si mesurées dans la Oumma islamique? Pourquoi les musulmans africains semblent peu s'intéresser à cette question? Pour analyser ces questions, Alassane Samba Diop reçoit dans l'air du temps Pathé Mbodj, directeur de publication du journal Le Devoir, ainsi que Songué Diouf, professeur de philosophie et chroniqueur à ITV. Rendez-vous donc ce dimanche 16 mai 2021 sur iRadio 90.3. Dimanche 16 juin 2001. Merci d'être à l'écoute. 16 mai 2001. Merci d'être à l'écoute de l'air du temps qui reçoit aujourd'hui Pathé Mbodj. Pathé Mbodj, on ne le présente pas aux Sénégalais, on ne le présente plus aux Sénégalais. Pathé Mbodj, c'est l'un des plus grands journalistes de ce pays, éditorialiste, journaliste qui a fait le bonheur de la presse sénégalaise. Et aussi Songué Diouf, professeur de philothérapie, qui est en même temps professeur de philosophie, qui tous les jours, vous l'entendez sur l'antenne de iRadio et aussi sur ITV. Avant de commencer cette émission, nous tenons à rendre hommage à l'un de nos aînés, l'un des meilleurs d'entre nous. Il s'appelait Moriba Magasuba. Moriba Magasuba, c'est l'un des plus grands journalistes africains qui a fait le bonheur de la presse africaine, qui a travaillé à Jeune Afrique, qui a travaillé Demain l'Afrique, qui a écrit un livre qui s'appelait Sénégal, Demain les Mola. Son dernier livre, c'était sur Alassane Ouattara, où il disait comment Alassane Ouattara a traversé les épreuves pour être président de la République de la Côte d'Ivoire, en disant le livre s'appelait Ouattara, une passion du devoir. Moriba Magasuba m'a fait l'honneur de m'inviter en tant que son jeune frère pour venir à Abidjan assister à la dédicace de son livre avec Ali Koulibaly, qui est ministre de la Communication, qui est ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, qui est ancien du CESTI. Moriba Magasuba, c'est la deuxième promotion du CESTI. Nous présentons nos condoléances à toute la presse sénégalaise africaine, à toute sa famille. Nous partageons leur douleur. Merci Moriba, merci pour tout ce que tu as fait pour la presse africaine et pour tes jeunes frères. Que Dieu t'accueille à son paradis. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous le savez, l'actualité de la semaine était fournie. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a été reçu par le khalife général des Mourides. Nous avons entendu le khalife dire que pour conquérir le pouvoir, il faut éviter de créer du grabuge. Et que le khalife disait que toute personne qui provoque la mort risque aussi d'aller en enfer. Il y a eu beaucoup d'interprétations de cette visite. Quelle lecture en faites-vous, Pathé Mbodj? Il y a deux niveaux. Le premier, c'est l'enseignement du khalife à l'ensemble du Sénégal. Cet enseignement tient à la rencontre avec Sonko, qu'il avait sollicité depuis fort longtemps et auquel on a fait attendre. Le khalife a voulu, par là, symboliser la patience, parce que ce qu'il a dit est fonction de ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit, et que vous venez de rappeler, c'est exactement que la politique est une marche lente, patiente, ordonnée, mais dans le respect de l'adversité. Et il dit à Sonko, il dit aux Sénégalais, il faut savoir être patient. Sonko a demandé à être reçu au mois de mars, il est reçu 3 mois après. C'est un signe de la leçon que le khalife général a voulu inculquer aux politiciens, la patience. C'est d'abord le premier niveau. Le second niveau, puisque vous parlez de Moriba, sur lequel on avait articulé un peu l'argumentaire, c'est justement rejeter cette idée d'une république des mollahs. Si le Sénégal est le Sénégal aujourd'hui, nous le devons à la religion. Une société marche sur ses deux pieds, le temporel et le spirituel. La pandémie de la Covid-19, par exemple, a démontré l'importance du spirituel dans la gestion de la maladie. Dans la résilience. Et dans la résilience. En Europe surtout, on n'a pas entendu un accompagnement, on n'a pas vu un accompagnement des morts parce que la spiritualité avait disparu. Et cette spiritualité est élément de stabilité
Et c'est ce que la religion a toujours fait depuis Bamba, donner à l'homme, quel qu'il soit, sa dignité, quel qu'il soit, sa liberté, quel qu'il soit, ses droits. La religion a permis de nous amener au Sénégal que nous avons aujourd'hui, et je pense que le khalife général a démontré que sans la religion, la stabilité devient problème. Sangué, quelle analyse en faites-vous? Oui, l'analyse que j'en fais, c'est qu'elle exprime un peu dans le sens de M. Mbouch, ce qu'on pourrait appeler une forme de laïcité quand même à la sénégalaise. Hein, ça c'est authentique et c'est original. Parce que je ne pense pas qu'il y ait ailleurs dans le monde cette forme qu'on appelait intrusion, mais le terme paraîtrait impropre quand il s'agit de nous, mais du religieux dans la gestion des affaires publiques et politiques. Et donc c'est une leçon de vie qui a été enseignée quand même par le khalife général, me semble-t-il. Parce qu'il a montré qu'en fait, lui, s'il était un chantre de quelque chose, c'est qu'il est d'abord un chantre, mais du principe des responsabilités. Parce qu'au fond, ce qu'il a fait, c'est rappeler simplement que la politique obéit à un certain nombre de normes, mais sans lesquelles elle rate ce pourquoi même elle s'élève. Parce qu'en fait, il a montré que si ailleurs, la politique doit être complètement séparée, comme vous l'avez dit, du phénomène religieux, mais parce que la laïcité à l'occidentale et à la française que nous avons héritée, reconnaissons-le, elle s'est formée un peu sur le meurtre, mais de tout ce qui est religieux par rapport à ces interférences possibles avec le politique. Et il a rappelé que donc il y a une laïcité à la sénégalaise que nous devons assumer. Ça veut dire simplement que c'est des gens qui n'ont pas pour vocation de rester dans les temples, dans les mosquées et dans les églises, mais qu'au fond, ils étaient les premiers concernés par le devenir et par la marche de notre propre société. Mais ce que j'en ai retenu, ce que j'ai dit au début, Alsan, il a montré que c'est le principe de responsabilité, mais qui devait sous-tendre la démarche de tout homme politique. Parce qu'en fait, il nous a tous libérés quelque part. Pourquoi il nous a tous libérés? Parce qu'il y avait, me semble-t-il, je crois que vous l'avez perçu au même titre que moi, une certaine forme de terrorisme intellectuel, faisant que, quand bien même nous n'étions pas très souvent d'accord avec ce qui se faisait, quand bien même nous n'étions pas d'accord avec certaines déclarations sur la place publique, mais il semble que même l'élite intellectuelle, qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse d'enseignants comme moi, des gens qui trônaient, excusez-moi le terme, sur les plateaux de télé et de radio, à cette époque-là de turbulence du mois de mars, mais beaucoup de gens avaient complètement disparu, mais parce qu'ils avaient peur d'être lapidés sur les réseaux sociaux, ils avaient peur d'être rangés dans le camp des malpensants, ainsi de suite. Et donc le calife nous a amenés à prendre notre responsabilité et à nous montrer que, mais quand le devenir du pays est en danger, il n'y a pas de trichement possible par rapport à la vérité. Et donc lui, il a pris son courage pour dire ce que nous avons tous pensé, mais sans avoir osé le dire. Et rappeler encore une fois que ce pays-là, il a une histoire. Que ce pays-là, Alassane, il a une trajectoire qui lui est propre. Et par conséquent, aucun acteur politique ne devrait véritablement être le fossoyeur de ce pays-là. Et donc moi, j'ai dit, le premier élément important, il nous a permis de dire ouf, parce qu'encore une fois, face à certaines dérives de tous bords, aussi bien du camp du pouvoir que de la personne de l'opposant M. Ousmane Sonko, il y avait des dérives très graves, mais auxquelles, justement, nous avons assisté en spectateur sans avoir eu le courage de mettre le doigt. Et donc, le calife, il a pris ses responsabilités. Il s'est dit que moi, mon rôle n'est pas d'observer et de regarder ce pays-là complètement délabré par des acteurs politiques, et que mon rôle, c'est de les rappeler au principe fondateur de toute pratique politique. Et ce principe fondateur de toute pratique politique, c'est le principe de responsabilité. C'est vrai que maintenant, dans l'histoire des idées Alsan, quand on parle de principe de responsabilité, on parle à Hans Jonas. Mais ça, c'est une autre perspective. Parce que lui, la responsabilité, c'est la responsabilité que nous avons à l'égard d'abord de la nature extérieure. Alors que lui, il nous a dit que le premier principe de responsabilité, c'est la responsabilité que nous avons, mais les uns à l'égard des autres. Et je crois que il y a une certaine forme, je ne sais pas comment le dire, de politique fitna qui était en train de voir le jour. Et au fond, lui, il nous a ramené à une certaine forme de politique mbectée. Ça veut dire quoi? À une politique heureuse. Pourquoi politique heureuse? Parce que l'heuristique de cette politique-là, elle avait pour finalité le développement et l'essor de l'humain. Parce qu'il nous a montré encore une fois qu'il y a une façon de faire la politique qui nous est étrangère et que nous ne devrions pas importer. Ailleurs, la politique, c'est un duel d'égoïsme. C'est un choc d'ambition démesuré, mais qui se nourrit simplement, mais d'une volonté assoiffée de conquérir le pouvoir. Il nous a montré qu'ici, qu'il s'agisse de Aladji Mali, qu'il s'agisse de Seigne Touba, qu'il s'agisse de Mame Baye Niasse, c'est dans la durée, c'est dans la patience, c'est dans l'humilité, c'est dans l'effort qu'ils ont pu bâtir ce qu'ils ont fait. Moi, c'est la première leçon que je retiens de cette intervention courageuse du calife. Qu'il faut encore parce qu'on a constaté au Sénégal le 2 mars, la violence était inouïe. Peut-être qu'au niveau de la télévision, elle était filmée, ça rendait peut-être le show beaucoup plus tragique avec les réseaux sociaux et autres.
Il y a eu beaucoup de morts, 14 morts. Jusqu'à présent, on n'a pas de commission d'enquête indépendante, on ne la voit pas. Les responsabilités ne sont pas encore situées. Qui a tué ces jeunes? Qui est responsable de ces jeunes? Ou bien est-ce qu'on va encore les comptabiliser entre les morts, les pertes et profits, comme ça s'est passé en 2012, où il y a eu des morts, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Vous savez, Mais c'est quand même tragique dans ce pays qu'on tue autant de gens. L'histoire du Sénégal est une histoire violente. Parce qu'au fond, le Sénégal est un pays pauvre. Où, à certains moments, et on le verra par exemple dans l'exemple palestinien, la pauvreté pousse les gens à sortir et aller dans certains extrêmes. Mais la justice dans tout ça, est-ce que le Sénégal est un pays de crimes sans criminels? Vous savez, moi, je pose la question. La il n'y a justice, pas de responsabilité. la justice, Personne n'est responsable des morts? nous sommes responsables des morts. Mais non, il y a des responsables individuels quand même. Il n'y a pas de responsabilité individuelle. En cas d'émeute, depuis en tout cas la démocratisation de la société, en cas d'émeute, disait Abdou Diouf en tout cas, la responsabilité de l'État est entière, mais notre responsabilité y est. Parce que nous avons quand même vu comment cela s'est passé au mois de mars dans des activités qui n'avaient rien de politique. Nous avons vu comment certains sont morts et nous avons su ou deviné d'où venait cette mort. Maintenant, après l'intervention du Khalife, et en fonction du passé politique sénégalais, depuis 1963 d'ailleurs, parce qu'on fêtait l'anniversaire hier de Maître Babacar Sèye, et en 1963 lui-même a été mêlé dans des histoires de violence. L'histoire politique se démène parfois dans une certaine violence. Et malheureusement, Alassane, au risque de vous heurter, on a vu, comme disait le président, qu'il y a des intouchables en droit, qu'il y a des intouchables en société. Et quand une société fonctionne sur le paria, quand une société fonctionne sur l'inégalité, quand une société fonctionne sur une différence violente, il n'y a pas de place pour un Alassane Samba Diop de s'émouvoir d'une certaine injustice. Nous sommes responsables d'une situation parce que nous sommes en train de développer une tolérance excessive. Mais est-ce que cette société est viable dans un pays où il n'y a pas de justice? Cette société n'est pas viable. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour que les Sénégalais continuent à se faire justice finalement, s'il n'y a pas de justice dans ce pays-là? Où est-ce qu'on va? Justement, la difficulté dans le cadre d'une justice officielle, c'est de générer une justice sous-jacente. La manifestation de mars était une volonté de redresser un peu le buste et de se réapproprier un certain confort que le pouvoir ne permet plus aux populations d'avoir. Et c'est ça la difficulté qu'il y a à gérer une société, parce qu'il arrive des moments où il y a une explosion de colère, il y a un moment où la tension accumulée explose, et quand cette tension explose, ça nous conduit à ce qu'on a fait au mois de mars, ça nous conduit à ce qui se passe actuellement en Israël, dans l'indifférence à peu près générale. Oui, mais est-ce que dans un pays, on peut continuer depuis 1960 à tolérer cette violence qui est là, où des vies humaines sont perdues et sont considérées comme étant pratiquement nulles? C'est quand même effarant, ces pays-là. Est-ce qu'on va, si on continue comme ça? Il n'y a jamais de responsabilité? Il n'y a jamais de crimes sans criminels? Jamais d'assassinat sans assassin? C'est même scandaleux, ça heurte la morale, toute la morale. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, non seulement Alassane,
on va les passer par perte de profit. Mais mon plus grand scandale, c'est que les gens, en fait, n'ont même pas le courage, Alassane, de vouloir situer les responsabilités. C'est ça qui pose problème. La commission est comme une arlésienne, une commission indépendante. Oui, ça on c'est... en parle, les contours ne sont pas mis en place. Nous savons le destin qui a toujours été réservé à ces fameuses commissions indépendantes. Ben, ça veut dire clairement qu'on n'a même pas le courage d'essayer de mettre le doigt et dire voilà qui est responsable, voilà qui n'est pas responsable. C'est très grave ça. C'est extrêmement grave. C'est une démission collective totale qui ne peut profiter, mais juste qu'au pyromane. Ça veut dire très clairement que nous sommes dans une société dans laquelle, sous le prétexte d'événements de masse, sous le prétexte de mouvements de foule, on peut tuer, on peut faire ce qu'on veut en sachant très bien, mais qu'on sera couvert d'immunité. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. C'est vrai en partie, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Mbouch, malgré tout le respect que je le dois, quand il dit que c'est une société de la pratique politique violente. C'est vrai qu'il y a eu des pics. Il y a des moments très précis dans l'histoire du pays où on a assisté quand même à un déferlement de la violence. Mais est-ce que cela est consubstantiel à notre pratique politique? Je ne pense pas. Ça veut dire que les moments de pic de violence doivent être perçus comme une exception plutôt que comme la règle. La violence n'a jamais été, à mon avis, dans la pratique politique de ce pays-là, la règle, mais c'est simplement des exceptions, des moments particuliers où la frustration populaire et beaucoup d'autres éléments qu'on peut intégrer ont atteint un certain niveau d'exacerbation et ça a donné de la violence, mais je ne pense pas que ça soit la règle, ça a toujours été l'exception. En l'occurrence, dans le cas du mois de mars, moi, ce qui m'a scandalisé, c'est un peu dans le sens de ce que vous dites, Alassane. Ça veut dire que non seulement il y a eu des morts, mais on ne cherche même pas à savoir, mais on a peur, encore une fois, de chercher même à savoir situer les responsabilités. Et une société dans laquelle c'est la peur qui est la règle, une société dans laquelle les gens démissionnent, refusent de lire leur propre histoire, d'en tirer les conséquences aussi bien au plan politique, au plan sociologique qu'au plan juridique, mais c'est une société qui va tout droit vers la déliquescence généralisée. Quels sont les dangers de tout cela? Les citoyens peuvent aujourd'hui s'armer. Le danger de tout ça, pour se défendre. Mais c'est le sentiment... L'État ne nous défend pas, et puis écoutez, je vais acheter des armes chez moi. Mais pour pareil, l'autre, c'est en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie et de l'anarchie la plus totale. Parce qu'on n'a pas senti la main de l'État. C'est comme si l'État lui-même, quelque part, avait cédé un peu à la panique et que vous ayez entendu que des gens du pouvoir même étaient en train de négocier leur basculement dans l'autre camp est symbolique justement du fait que le plus souvent, les gens n'ont même pas cherché à lire, ils n'ont même pas cherché à apporter des solutions et l'État a failli de ce point de vue-là. Mais également, du côté de ceux qui étaient de l'autre bord également, il y a une faillite. Ça veut dire quoi? On avait le sentiment, mais qu'il fallait verser dans la violence absolue sans se demander, au fond, justement, est-ce que cela pourrait continuer à faire bâtir ce pays-là. Et donc, moi, il me semble qu'il y a également, Alassane, un élément extrêmement important dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, quel rapport intime nous autres Sénégalais avons avec la politique, mais quel rapport également avons-nous, mais avec ceux qui aspirent simplement à nous gouverner. Moi, je disais à certains étudiants, écoutez, si vous pensez que vous avez des rapports avec un homme politique qui sont exactement semblables aux rapports que moi, en tant que talibé, que j'entretiens avec Seigne Mountakha Mbacké, mais c'est complètement fossoyé, le sens même du militantisme. On n'entre pas chez un chef religieux, chez un leader politique, on ne l'accompagne pas dans sa démarche politique de la même manière que moi, talibé, je m'agenouillerai auprès de Seigne Mountakha. Parce que nous sommes dans deux ordres de rapports totalement différents. Et malheureusement, dans ce qui s'est passé au mois de mars, on a eu le sentiment qu'en fait, c'était quelque part des fanatiques, c'était quelque part des gens qui appartenaient à telle chapelle religieuse, mais qui se livraient à un combat justement mortel. Alors qu'encore une fois, tant que chez nous, de Senghor à maintenant, la politique a pris la forme, Alassane, mais d'un rapport mortel entre deux individus, le Sénégal a accusé des décennies et des décennies de retard. Tous les analystes sont d'accord que, par exemple, ce qui s'est passé entre Dia et Senghor, mais a retardé le pays, on ne sait de trop combien. Et donc, on pourrait même remonter jusqu'à Mbazmou Diop. Ça veut dire quoi? Qu'il est temps que nous revenions, comme je l'ai dit, à ce principe de responsabilité que nous a enseigné le Khalif. Le principe de responsabilité voudrait que vous, Alassane, journaliste, nous, entre guillemets, enseignants intellectuels, que quand une situation comme ça, sombre, se présente dans le pays, que nous prenions notre responsabilité. Absolument. Pour dire ce qu'il y a à dire, pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, et que l'État, sous aucun prétexte, ne recule. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas vouloir construire un pays et considérer qu'il faudrait d'abord faire table rase, le détruire complètement, mais pour pouvoir le faire renaître de ses cendres, il me semble que ça, c'est une véritable catastrophe. Mais dans un pays comme ça, les faibles, qui va les protéger? Vous savez, ils n'ont pas droit au chapitre. La protection de la société est une question d'équité, de non-exclusion, de justice. Quand la société elle-même n'est pas juste, elle engendre la violence.
il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Ce qui s'est fait en mars est la conséquence d'une violence du pouvoir sur les populations politiques, sociales, culturelles. Et ce sont ces populations qui ont explosé au mois de mars. Moins Sonko que la faim, moins Sonko que la manipulation de la justice aux fins de liquider les individus. Nous sommes d'accord. À partir de ce moment, quand une société politique se bâtit sur la violence imposée aux populations, comment pouvez-vous expliquer? Donc c'est la faillite de leadership politique. Comment pouvez-vous expliquer qu'au lendemain du 8 mars, on trouve 450 milliards pour employer des jeunes et que pendant 12 ans, C'est clair. on ne l'a pas fait? C'était ça la violence. Absolument. Mais justement, est-ce qu'on peut dire par là que la leadership a failli dans sa façon de gérer les pays en ne sachant pas les priorités? Vous savez, c'est compliqué et c'est un peu déplorable que nous voyons la représentante de l'Union européenne faire le tour du Sénégal, dire ce qu'il y a à faire. Ouais. C'est un scandale. Une Quand catastrophe, on oui. sait que nos chefs C'est une se sont battus pour imposer une certaine dignité et que le politique ramène ce colon sous une forme ou sous une autre, quand vous dites que nous sommes dans une société libre, ça pose problème. Mais là, demain le 18 mai, toute l'Afrique va pratiquement à Montpellier. Aller se trouver là-bas Macron. C'est une grosse connerie. Vous savez, C'est l'incontinuité, ça. Vous c'est cherchez plus des que la financiers, comment c'est financer plus que l'Afrique? la continuité. Alassane, C'est de la série. nous sommes à 60 ans de l'indépendance. C'est une représentante de l'Union européenne qui nous dit comment gérer la mer, qui nous dit comment gérer nos enfants. C'est une honte. Et demain, il y a une rencontre à Paris, à Montpellier. Comme il y avait À, Charlie. à Montpellier. Comme il y avait Charlie. Ils sont allés à Charlie, on n'a pas fait le 8 mars ici. Macky n'a pas marché pour les enfants qui sont morts chez nous. Macky n'a pas marché pour les enfants qui sont morts dans le ventre de l'Atlantique. C'est apprécier un peu le déphasage entre le niveau politique et le niveau social. Justement, c'est cette violence symbolique qui fait qu'aujourd'hui que les jeunes se rebiffent et considèrent qu'on n'a pas de considération pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très informée, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, mais quelque part pas très instruite. Donc Alors, elle est facilement manipulable, c'est ça? Vous savez, le paysan qui... Il est au courant de tout, Moi, j'ai toujours eu un petit... grâce aux réseaux sociaux? Un petit problème où on dit que l'analphabète est bête. Du tout. Au contraire. Alors que la logique, elle est la logique. Au contraire. Le paysan de Fongolembi tient un raisonnement. Moi, j'ai rencontré des paysans parce que j'ai fait le pays là. Mais le président de Canel. Ah, ils ont une logique. Ah, terrible. Ils ont une logique terrible. Ils ont un raisonnement terrible. Ils ont une logique terrible. Malheureusement, cette logique-là, c'est le politique qui ne permet pas de l'appliquer. C'est le politique qui ne permet pas de lui donner une assise. C'est le politique qui, le 8 mars, peut trouver 450 milliards, mais pendant 12 ans que ce politique est là, les enfants sont allés en mer, Ouais. les enfants sont dans la rue. Et subitement, on a la solution, parce qu'il y a eu une explosion à un moment où les gens ont exprimé leur ras-le-bol. Ça veut dire que le politique joue à maintenir une certaine tension, joue à maintenir le social à un certain niveau inférieur pour continuer sa domination et aller à Paris. Mais justement, est-ce que c'est l'échec du leadership politique au Sénégal? La façon de gérer les pays, quand même, c'est extraordinaire. Il a fallu qu'il y ait des événements du 2 mars et qu'on se rende compte que les jeunes n'ont pas de travail, qu'il faut réorienter le budget, qu'il y a 450 milliards. Mais aujourd'hui, même ces 450 milliards dont on parle aujourd'hui, on voit certains s'agiter pour pouvoir les récupérer au nom de la jeunesse. Des gens de sorte de vautours qui tournent autour de cet argent. Absolument, pour parler comme David Diop. Oui, si vous entendez par leadership, en tout cas, des chefs de file, des chefs de proue au plan politique, charismatique, etc. Mais ça, c'est fini, là, Alsan. Hein? Ça, c'est fini.
depuis On Ablaye Wade. est capable de conduire les changements dans un Oui, pays. oui. Ça veut dire non seulement capable de conduire les changements, mais capable de faire rêver et de faire espérer. Voilà, Ça, c'est c'est ça. fini depuis Ablaye Wade. Je crois que c'est avec Wade que ça s'est fini, mais surtout le Wade opposant. À cette période-là, on pouvait encore considérer que Wade était dans la lignée de ces grands leaders charismatiques, mais capable d'attirer et de capter l'énergie vitale d'un peuple, de leur proposer des lendemains qui chantent. Ça, c'est fini, je crois que depuis Maître Ablaye Wade. C'est vrai d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, je l'ai dit, si Ousmane Sonko fascine tant, c'est un peu derrière ce vide-là. Les jeunes ne se retrouvent pas dans la classe politique traditionnelle. Et donc, ne se retrouvant pas dans ce que leur disent et dans leur pratique les gens appartenant à cette classe politique traditionnelle, héritée des indépendances, ils investissent, mais toute leur passion et tout ce qui est de leur affect à l'égard de Ousmane Sonko. Et donc, ce qui est le plus tragique, comme il l'a dit, mais c'est qu'on donne l'impression à cette jeunesse-là qu'elle n'existe pas. On lui donne l'impression qu'il suffit d'une certaine cosmétique institutionnelle, s'appelant ministère de la Justice, s'appelant des projets de financement comme DER, comme je ne sais pas, etc., ou FNPJ, on leur donne l'impression qu'ils ne sont que des gadgets. Ça veut dire simplement des gens que l'on utilise, mais qu'en fait, qui ne sont pas au cœur des politiques publiques dans leur intention et dans leur orientation. Mais c'est cette façon de faire qui engendre la violence. Mais justement, oui, il l'a dit. Cette violence-là, parce que la violence du mois de mars est une violence seconde qui répond à cette violence première à laquelle il fait allusion. Cette violence première, c'est le sentiment intime qui accompagne la vie de tous ces jeunes, mais qui n'existent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pris en compte réellement. Quand je parle de cosmétique institutionnelle, on vous dira qu'il y a un ministre de la jeunesse. On vous dira qu'il y a des projets ou des plans qui peuvent leur permettre de financer. Mais nous savons très bien, que l'accès est pratiquement impossible. Sinon, parce qu'il obéit souvent à des critères politiciens, on sait exactement. Parce qu'il n'y a pas d'impact réel sur la. Mais il n'y a pas d'impact réel dans la vie des jeunes. Ça veut dire quoi? Que de plus en plus, l'université continue à être usine de fabrique de crétins, passez-moi le terme. Ça veut dire des diplômés qui se clochardisent parce qu'ils n'ont pas d'avenir qui soit ouvert devant eux. Et donc, quand vous dites à ces gens-là qu'il y a des politiques de jeunesse, eux, ils se demandent à qui s'adressent ces politiques de jeunesse parce que dans leur vécu quotidien, ils ne sentent pas justement la prégnance de ces politiques de jeunesse. Et donc, également, l'autre élément important, c'est que du point de vue du symbole, ils sont persuadé qu'il y a deux Sénégalais. Il y a un Sénégalais ou bien qui exerce le pouvoir ou bien indirectement qui tire des bénéfices de l'exercice de ce pouvoir-là. Lui, il est un Sénégalais à part. Et il y a un autre Sénégalais, qu'il soit de Kanel, de Fongolembi, de Niafran ou bien même plus proche de la banlieue, qui a le sentiment qu'en fait, lui, il ne fait pas partie. Mais justement, est-ce que ces dirigeants, ils voient les invisibles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez vous, le matin en allant au travail, il y a des jeunes qui sont dans la rue, qui sont sous des charrettes, ou bien sous des abris provisoires, ou bien mais Alsan, il ne peut pas voir. Des bragments qui sont là. Vous dépassez ces gens-là. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Vous ne les voyez pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, oui, vous voient, vous, dans votre maison, avec tout le confort que vous avez, et que vos enfants sont capables de filmer chez vous, Snapchat, Facebook, et sortir ces images qui circulent sur Internet, ils sont au courant de ce qui se passe chez vous. Absolument, ils le savent. C'est-à-dire vous créez les conditions de la violence. Mais nous créons les conditions de la révolte et de la violence et de l'indignation populaire. C'est cette jeunesse-là. Ça veut dire qu'Alsan, non seulement on ne les voit pas, on les regarde, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que moi, qui accède un peu à un certain niveau de responsabilité du point de vue de la politique, immédiatement, c'est comme si j'étais en déphasage avec le peuple réel et avec le peuple profond. Pourquoi? Parce que les recettes, entre guillemets, économiques, politiques, stratégiques et sociologiques que je suis amené à employer sont des recettes, comme il le montre un peu, mais empruntées de l'extérieur. Ça veut dire que nous sommes prisonniers encore de modèles de développement, de modèles de gestion, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ailleurs, l'économie n'a rien d'humain. L'économie n'a rien d'humain, ça veut dire quoi, Alsan? C'est un jeu d'équilibre au niveau simplement des recettes de l'État. Alors que ici, l'économie a toujours placé l'homme et l'humain au centre de ses préoccupations. Et lorsque vous regardez comment nos dirigeants politiques cherchent à trouver des solutions, mais au problème de la jeunesse, de l'emploi et de la précarité de manière générale, vous êtes plus ou moins scandalisé quand vous êtes de notre côté, c'est-à-dire du côté de celui qui observe. Parce que vous vous demandez, mais comment, entre guillemets, on peut faire preuve de cécité intellectuelle en pensant que, comme par une baguette magique, il faut mettre 450 milliards comme ça qui tombent du ciel. On n'a même pas pensé cela en se disant comment on va l'investir, où est-ce qu'on va l'investir, quels sont les résultats attendus. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé l'action politique avant de pouvoir l'exercer. Or, une action politique qui n'a pas été mûrie, réfléchie, conçue, mais qui a été soumise simplement au dictat de l'urgence du moment, mais c'est une action politique aveugle et qui tâtonne. Et c'est pourquoi on rate le coche et on n'arrive pas à trouver des solutions alternatives et crédibles à cette jeunesse-là. Parce qu'encore une fois, les solutions, où est-ce que nous allons les chercher? Nous allons les chercher dans la façon de gérer au plan économique que nous avons
emprunter simplement à l'Occident. Et tant que donc nous avons les yeux rivés sur le modèle de gestion occidentale de l'économie, mais nous ne pourrons jamais nous en sortir. Parce qu'encore une fois, une économie extravertie dans ses choix et dans ses orientations stratégiques ne peut pas servir de palliatif aux problèmes que nous sommes en train de vivre. Mais j'ai dit, et je le répète Alassane, toute l'économie classique occidentale, elle s'est construite, mais sur le deuil de l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a jamais été au cœur de leurs préoccupations. Ils se sont toujours demandé comment je peux faire, mais pour qu'il n'y ait pas de déficit. Comment je peux faire pour qu'il y ait équilibre au niveau des recettes de l'État. Mais l'homme, où est-ce qu'il est dans tout ça? La réponse, vous la trouvez à Khelcom, chez Seigne Saliou Mbacké. La réponse, vous la trouvez à Koki, ailleurs. Vous la trouvez dans tout le pays. Ça veut dire que dans la façon dont ceux qui nous ont précédés, dans la façon dont ceux nous avons hérité spirituellement, ont construit ce pays-là. Il y a des modèles économiques viables qui ont toujours prospéré et réussi. Les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? De Khelcom à tous les chants de nos chefs religieux, on vous a dit, allez apprendre. Quand vous avez fini d'apprendre, allez apprendre un métier. Quand vous avez fini d'aller apprendre un métier, allez travailler. Quand vous avez fini de travailler, trouvez les moyens vous-même de vous nourrir chez vous, ici, là où vous êtes. Ça, je le dis comme ça de manière un peu très rapide, parce que, oui, schématique, mais dans la réalité, c'est exactement comme ça que l'on devrait... Mais pourtant, Pathé Mbodj, ceux qui nous dirigent, oui. Mais c'est des gens qui viennent du bas peuple, qui sont des fils de paysans, qui sont des fils de ménagères à la limite, qui gèrent le pays. Aujourd'hui, la plupart des ministres aujourd'hui ne sont pas sortis d'une famille aisée. Ils connaissent les réalités du pays. Mais pourquoi ils sont incapables de changer cette réalité du pays? Pourquoi l'incapacité de changer est là? D'abord, il y a deux niveaux. Le premier est que le politique ayant besoin du social doit le maintenir dans une certaine dépendance pour paraître important. Comme dans l'éducation, on maintient les enfants, les gens dans l'ignorance pour mieux les maîtriser, c'est ça? Dans l'éducation. L'éducation est le seul moment où on donne sans s'appauvrir. Mais en politique, d'ailleurs, Fouta Tampi, vous avez vu le mouvement qu'il y a eu, ils disent on ne veut plus de gars qui viennent tous les 4 ans. Absolument. Et un des acteurs m'a dit, il est vrai que venir un week-end, donner 20 millions et disparaître pendant 4 ans, c'est frustrant. Ouais. Un des acteurs m'a dit. Et qu'on aurait dû y réfléchir avant de le faire. Mais pourquoi la classe politique est incapable de changer les choses? Pourquoi elle est... Parce qu'elle a des modèles, elle a des visions importées qui la coupent de la réalité du bas. C'est ça, Alassane. Mais elle est née dans cette réalité. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais elle est née dans cette réalité. À Abdou Diouf, vous savez, on avait une stratégie avec certains hommes politiques. C'était les 3 dernières questions de arobase. Quel est le prix du transport en commun entre Dakar et Grand Dakar? Quel est le prix du pain, du miche de pain? Quel est le prix d'un litre d'huile? Ils ne savent pas, les hommes politiques, comment ça coûte? Abdou Diouf ne savait pas. Mais Abdou Diouf, quand même, on peut dire qu'il a trop duré dans l'administration pendant 20 ans. Mais ceux qui sont là, c'est quand même des fils de paysans. C'est des fils de paysans, Alassane. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. On doit savoir aujourd'hui à Fongolembi, à Saraya, à Guidahar, comment les gens vivent là-bas, ou à Moulomp, comment les gens vivent là-bas, on doit le savoir. Non, on le sait. Mais pourquoi on ne change pas si on Parce sait? qu'on est prisonnier. Il faut que j'insiste, Khalif. Alassane, ça veut dire quand tu viens, hein, moi, bon fils de Gamboul là-bas, hein, j'accède un peu à une station où je suis dans la posture du décideur politique. Oui. Je ne réfléchis plus. On oublie tout? Non, pas que j'oublie. Je n'oublie pas. Mais je ne réfléchis plus en tant que celui-là qui a assisté à la misère la plus noire. Mais je réfléchis avec des gens qui intellectuellement sont formatés à tel point que leur façon de penser, de sentir et d'agir obéit à des normes qui sont étrangères à notre propre société. Alassane, nous parlons d'économie. Oui. Quand vous dites « je veux apporter des solutions mais vous savez, tout de suite, c'est un comité d'experts qui se réunit. Le comité d'experts qui se réunit, il réagit en fonction de modèles et de critères économiques qui ont été valables ailleurs, appliqués ailleurs, testés ailleurs et qui n'ont rien à voir. C'est j'ai dit. Il y a une façon de faire la politique, il y a une façon de gérer économiquement un pays qui nous est absolument propre. Le calife général, encore une fois, l'a enseigné. Sous prétexte de Covid, quand on a tout arrêté, quand on a renvoyé les gens à leur misère la plus noire. Mais qu'est-ce qu'il faut lire, mon cher Mbodj Alassane, de la décision du calife d'organiser malgré tout le Magal?
Il avait compris que laisser à ces gens-là, qui étaient là en train de dire tel nombre de morts, récession économique, blabla, statistiques, taux de développement, PIB, etc., mais c'est tout le pays qui va disparaître. Il a répondu en recentrant l'économique, mais au niveau de sa finalité première, qui est l'essor de l'humain, en disant, mais écoutez, il faudrait que les gens aillent au Magal. C'est vrai que c'est un acte religieux, mais au-delà de cet acte religieux-là, c'est d'abord une opportunité économique extraordinaire qui était offerte à la population. Celui-là, il peut penser comme ça, mais parce qu'il est encore ancré dans certaines valeurs fondamentales de son propre terroir. Ailleurs, on serait en train d'aller chercher des réponses dans des postulats économiques qui n'ont rien à voir avec le peuple réel. Le calife qui est à cheval sur les préoccupations du peuple réel sait très bien qu'il y a des gens dont le chiffre d'affaires ne se fait que pendant le Magal. Et il l'annonce un mois avant. Économiquement, ça veut dire simplement quoi? Si vous avez envie de faire des poulets que vous devez vendre un mois avant, vous en avez le temps. Si vous avez autre chose à faire, préparez-vous. Et il a compris que la seule réponse qu'il fallait donner était une réponse humaine. Et cette réponse humaine consistait à permettre aux gens simplement de trouver les moyens. Dans la classe politique sénégalaise aujourd'hui, c'est le calife qui connaît le marxisme, le léninisme. Le calife, certains même disent qu'il a été membre du PAI. Oui, mais moi je dirais simplement, pour résumer, nous en avons parlé et nous en savons beaucoup, toi et moi. Mais je veux dire simplement, le calife... Donc le calife connaît les ressorts des politiciens. Le calife est un homme de son temps. C'est un homme de son temps. Il a bu à toutes les sources de savoir. Et c'est pourquoi il est redoutable. Il est redoutable parce qu'il sait non seulement ce qu'il pense, mais il sait comment il pense. C'est le sens de son discours. L'adresse qu'il a faite à M. Ousmane Sonko ne s'arrête pas à M. Ousmane Sonko. Il est en train de dire à tous les politiciens de tous bords, écoutez, je sais exactement comment vous pensez. Vous êtes capable de tuer tout un pays pour assouvir des ambitions personnelles, mais sachez que cela n'est conforme ni à la morale, cela n'est conforme ni à la religion, mais ni au vécu et à la trajectoire historique de ce pays. Il se prend son monde, le calife, parce que lui, il a été membre du PAI, il connaît bien comment fonctionnent les politiciens. Vous savez, dans 5 ou 10 ans, quand l'autre de face sera calife, on oubliera peut-être qu'il a été marabout politicien. C'est un peu ça. On a tous un passé, on a tous un vécu. Il faut justement, vous vous demandiez pourquoi le petit de Fatick, quand il monte, il oublie ce que Mariam disait à ses enfants, que c'est le membre de Ndiaye Thiaf, Aktiere, mais parce qu'il a une logique qui n'est plus la même, il a des préoccupations qui ne sont plus les mêmes, sauf pour un calife qui est en contact. Vous savez, quand vous avez 4 millions d'individus en contact direct, ça n'est pas s'enfermer dans son palais de verre, parce que parfois, Alsan, quand vous écoutez un homme politique parler, vous vous demandez de quelle société il parle. Absolument. Vous entendez un président ou un ministre dire des choses, il dit, bon, mais il parle de quel pays? Absolument. C'est le système capitaliste qui les a happés. Non, c'est pas. Je pense qu'il y a une certaine logique de gestion. C'est d'abord une indépendance intellectuelle. Oui, du pouvoir qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est ça. Ils ne peuvent pas avoir. Vous voyez Bokassa pleurer au deuil de Gaulle. Alors que Bokassa mangeait les enfants. Bara Diouf disait que pendant la commission installée, on a trouvé des crânes d'enfants dans son frigo. Et ce gars-là va pleurer. Aujourd'hui, on a 14 morts. Heureusement que le calife a fait le deuil de ces morts-là. Non seulement de ces morts, mais il a fait le deuil de la politique, parce que depuis 2017, pratiquement, il montre la voie et permet au pouvoir d'exercer le pouvoir, parce que le pouvoir, le 8 mars, il était dans la rue. C'est clair. Hein? C'est ça qui est grave. Il comprend mieux le Sénégal qu'un Macky Sall. Mais c'est pourquoi le calife a fait une sortie pour embrayer ce deuxième point de notre débat sur la Palestine. En condamnant ce qui se passe en Palestine. Il y a aussi la famille de les Tidjanes aussi qui l'ont condamné, Medina Baye, les familles religieuses, de façon générale, ils ont condamné. Mais ce qu'on constate sur le plan africain, le silence de l'Union africaine. Pourquoi? Vous savez, moi, en décembre 2017, je pense que le Sénégal avait fait une résolution condamnant l'attitude d'Israël par rapport aux Palestiniens. Récemment, Macky Sall l'a rappelé aussi. Hein?
la position du Sénégal. Mais le problème, c'est que 3 mois après, il y a eu un remaniement ministériel et le ministre des Affaires étrangères qui avait conduit cette résolution a été remercié. Alassane, aujourd'hui, quand on n'a pas un sentiment israélite en soi, quand on n'a pas un sentiment maçonnique, quand on n'a pas un sentiment LGBT, on n'a pas le pouvoir. Et quand on se bat au mépris de toute logique pour un 3e mandat qui ne devait même pas être à l'ordre du jour, on peut comprendre qu'on aille à Paris pour un Charlie Hebdo, ou bien qu'on aille à Paris le 18, puisque vous insistez sur le 18. J'espère que vous y serez. Et quand on se bat pour être vu par Obama, et quand on fait même une photo montage pour dire que j'ai salué Obama, c'est une catastrophe. Vous comprenez un peu quelle est la préoccupation d'un chef d'État africain par rapport à la situation d'un pauvre Palestinien. Et ce qui est curieux d'ailleurs, je le disais hier à une station, depuis 75-76 dont parlait le président, nous sommes formatés pour le comité, pour la défense des droits inaliénables avec Mahmoud Fall, qui a fait presque 20 ans là-bas. Absolument. Et à un certain moment, on a laissé tomber ce comité. On l'a repris il y a 1 an ou 2. Ça veut dire un peu aussi, à la limite, on s'est un peu lassé du problème palestinien. Mais pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine n'a pas indigné autant que ça indigne le monde? Mais parce que ce qui se passe en Palestine est le concentré de toute l'hypocrisie de notre monde, Alassane. Mais tu sais très bien qu'il y a eu, je crois, depuis le 29 novembre 1947, avec le 281, mais il y a 800 résolutions des Nations Unies. 800 résolutions des Nations Unies. Presque 1000, vous imaginez. Et dans toutes les résolutions, on disait, c'était comme une chanson à notre époque, les droits inaliénables du peuple palestinien, le droit à un territoire, le droit à. Mais chacun sait que cela n'est pas possible. Parce qu'il y a un Occident qui, d'une part, se fait chantre de la défense des droits de l'homme et de la cause des peuples opprimés, mais qui dit, écoutez, Israël est une exception notoire. Moi, États-Unis, Israël n'est que le prolongement, mais des États-Unis. Moi, France, Israël n'est que le prolongement, mais de tout le lobby juif français. Et par conséquent, on peut se scandaliser, mais que l'on tue ailleurs. Mais tant qu'il s'agit des pauvres petits Palestiniens, il n'y a absolument aucun problème. Les Africains, il y a eu 2 périodes. Il y a une période jusqu'aux années 90, avec le Sénégal quand même, avec une diplomatie de pointe, saluée par tout le monde, qui s'est toujours battu quand même pour qu'il y ait un léger mieux, mais dans la gestion de cette crise-là. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, d'abord, au plan affectif, il y a un recul très clair. Il n'y a plus ce sentiment de participation à la douleur et à la souffrance du peuple palestinien. C'est valable pour le monde arabe, c'est valable également pour le monde africain. Pour le monde arabe, c'est vrai qu'autour de 2002, avec l'initiative de la Ligue arabe, qui disait que Jérusalem-Est soit la capitale un peu de la Palestine et qu'ils retrouvent leurs droits, et que conformément au découpage premier, qu'il y ait un État juif, un État arabe, avec Jérusalem comme capitale, comme zone tampon, ça avec le roi Abdallah. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec l'ère Ben Salman, c'est l'ère de la réelle politique au plan économique. Ça veut dire clairement, mais qu'on peut massacrer, on peut tuer en silence les Palestiniens et que, pourvu que sur le plan économique, nous puissions entretenir des rapports privilégiés avec Israël. Il y a aussi les grands médias au monde qui sont tenus par des juifs. Oui, ça nous le savons. Au plan international. Au plan international, ils manipulent l'opinion, ça c'est très clair. Mais pour nous autres Africains, Alassane, c'est ça le problème. On est parti d'une situation où sur le plan affectif, on était entièrement un peu voué à la cause des Palestiniens, mais de plus en plus, entre guillemets, les gens sont rattrapés par le dictat de l'économie, faisant que de plus en plus, on fait semblant un peu de dénoncer, mais en réalité, on privilégie les accords de partenariat économique et ce que nous pouvons tirer, mais justement, parce qu'il y a quelques années, il était impensable, par exemple, que dans un pays comme le Sénégal, Israël, sous quelque forme que ce soit, mais puisse venir investir au plan économique, et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Bénin, c'est le cas au Togo. Ça veut dire que, de plus en plus, on privilégie l'aspect économique, faisant que la question de la lutte pour les droits, entre guillemets, inaliénables du peuple palestinien soit préservée, ça c'est complètement fini. Et cela rejoint
rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que même chez nous, Alsan, quand on parle de l'indépendance de la justice, indépendance de ceci, indépendance de cela, moi je crois qu'il n'y a qu'une seule urgence, il l'a dit un peu in fine, mais c'est notre indépendance intellectuelle. Tant que nous n'arrivons pas à bâtir, à fonder et à rendre concrète cette indépendance intellectuelle-là, nous serons encore arrimés à l'Occident, nous penserons comme eux, nous ferons exactement ce qu'ils nous demanderont de faire. Ce qui va se faire demain, je crois, à Montpellier, n'est que, encore une fois, dans la droite ligne de ces gens-là qui refusent de rompre le lien intellectuel de dépendance qu'ils entretiennent avec l'Occident. C'est des bons nègres de service qui vont ramper et rendre hommage encore une fois aux colons demain ou après-demain à Montpellier. Et c'est exactement de cette même manière qu'ils conçoivent leur politique économique, leur politique de développement dans ces rapports de dépendance stricte avec l'Occident. Tant que donc n'advienne pas cet intellectuel libre, cet intellectuel indépendant qui a le regard tourné vers lui-même, qui prend en charge son héritage spirituel, son héritage culturel, historique et qui le traduit en acte dans sa pratique politique de tous les jours, mais Alassane, nous ne sortirons jamais de l'auberge. Oui, mais le drame, même dans le monde arabe, ceux qui veulent avoir cette indépendance intellectuelle-là, penser pour eux-mêmes, sont éliminés. Oui, mais vous savez... Il y a eu beaucoup de cas. Hein? On a vu Laurent Gbagbo, comment il a débarqué en Côte d'Ivoire. On a vu Thomas Sankara et tant d'autres. Comment on les a éliminés de l'espace. Avec la complicité même peut-être de leurs propres frères. Alsan, Wade nous disait en 83, Karagal, boo muuree bët yi pour mu bañ a gis sax xel mi mooy gis. C'est à ce niveau-là. On avait dit, nous on nous disait quand on créait le club UNESCO en 64 au lycée Blaise Diagne, que c'est dans l'esprit des hommes qu'on libère, que se développe la violence et la guerre. C'est René Maheu. Libérer. C'est René Maheu. Ouais, René Maheu. Non, nous on a reçu René Maheu ici, à Dakar, ici juste à côté, au lycée Blaise Diagne là, en 64. René Maheu. Que dans l'esprit des hommes. La guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. La dépendance de nos leaders prenant naissance dans leur esprit, il faut libérer leur esprit. Et comment libérer leur esprit? Nous sommes dans une période de tolérance excessive due à la pauvreté. Que l'Indan bagne, bagnatuñ ko totalement. Quand on part, je ne parle même pas de la détérioration. Là, tu reposes la question de fond, c'est la question de l'éducation. Ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question personnelle. Oui, mais changer l'éducation, la mentalité se forge aussi dans les écoles, se forge aussi dans les maisons. Nous, on avait les auteurs du XVIIIe siècle, conservateurs à souhait. Oui, on continue à enseigner l'histoire du colon à nos enfants aussi. Federer a battu détruit Saint-Louis, Ben a été battu. Nos enfants grandissent. Nos enfants grandissent avec l'esprit d'être des colonisés. Et l'histoire qu'on a enseignée à nos enfants de cette façon. Peut-être que ça va prendre, ils ne pourront pas se libérer. Ça va prendre un peu de temps. Bon, mais quand il faut un plan Sénégal éducation. Absolument. Non, mais même l'éducation, vous savez, depuis Ibader. Il faut tout renverser. Depuis Mbou. Tout. On a tout restructuré à partir de 1967. Oui, mais il reste encore des résidus quand même. Mais le problème, ce n'est pas de changer. Tu parles de résidus, ce n'est pas des résidus. Non, il reste encore beaucoup de masse. Federer encore à Saint-Louis. Je vous ai dit au départ que quand aujourd'hui on ne rend pas hommage à Serigne Bamba, en ramenant une Mengistu, en ramenant une Mengistu, puis nous dit comment gérer notre cuisine, absolument, comment gérer notre marmite, mais on ne fait pas honneur à nos hommes religieux. Mais c'est là-bas l'éducation. Nous ont montré c'est là-bas l'éducation. C'est ce qu'il est en train de dire. On ne fait pas honneur au Khalif général, absolument, assis sur 4 millions et qui comprend mieux que celui qui est au palais. Parce que lui, il est libéré. Oui, il est libéré intellectuellement. Il n'a pas de référentiel extérieur. C'est pourquoi on doit enseigner nos anciens, nos héros à nous, dans nos écoles. Qu'on n'enseigne plus Federer, qu'on n'enseigne plus René Caillé. La journée du parrain, le baptême des écoles. La suffisance, c'est de changer tout le curriculum, changer toute l'éducation, enseigner dès le bas âge nos anciens,
Non, c'est eux qui ont construit le pays avec leur faiblesse. Et ils le font en Wolof. Ils l'ont fait en Wolof. Il faut le faire en Wolof. Nous continuons encore à enseigner dans une langue étrangère. Mais la preuve, nous parlons français ici. Voilà. Non, mais ça, on peut faire. Moi, quand ça arrive, je parle Wolof. Moi, c'est ça mon problème. Il y a des moments où du français, on dit non. Justement, est-ce que ce qui arrive aujourd'hui au monde musulman noir, c'est pas la même chose qui se déroule en Occident? Eux-mêmes, ils sont pris dans ce torrent d'être occupés par de l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas prendre position dans le monde musulman. Vous savez... Que l'Arabie Saoudite se taise sur ce qui se passe en Palestine, les pays arabes, il n'y a pas de voix discordantes. Il n'y en a pas beaucoup, même si le peuple marche. Mais il faut pour la dire Palestine. aussi que, d'une certaine manière, que le peuple palestinien lui-même s'est replié. Vous vous souvenez, nous, on connaissait Yasser Arafat. Bien sûr. Nos grands-mères connaissaient Yasser Arafat. Il peut peser l'effort d'aller défendre son point de vue. Est-ce qu'on a reçu... Il y a une division aujourd'hui entre Hamas et l'autorité palestinienne et le Fatah. Hamas, c'est autre chose. Il y a une division. La République palestinienne, symbolisée par son président Abbas, on n'a jamais vu Abbas, on n'a jamais reçu Abbas. Abbas, il n'a pas les mêmes coups de franche qu'Arafat. C'est pas la même chose. C'est même pas le même contexte, c'est pas le même environnement géopolitique. Ça a changé. Il n'y a pas d'effort de libération des Palestiniens. Quand on reste à l'intérieur en disant qu'on se base sur l'apport de la diaspora, parce qu'il y a un apport important de la diaspora. Parce qu'ils sont enfermés aussi. Hein. Mais quand Alassane vous envoie 5 000 francs, il faut que l'aval d'Israël pour que ces 5 000 francs... Mais c'est parce qu'ils sont enfermés. Ils ne sont pas enfermés. Nous les avons enfermés. Parce qu'au fond, quand en 1947, ils sont arrivés, les colons juifs, ce sont les Palestiniens qui leur ont fait la place. Aujourd'hui, la troisième intifada là, qui a fait pire que 2009, qu'est-ce qui se passe? Disent que bon, il y a des terrains qu'on vous avait laissés, des concessions qu'on vous avait laissées, mais vous n'avez pas de permis d'occuper. Quelqu'un qui habite chez lui. Chez lui. C'est-à-dire, c'est comme si Alsan sur cette surface de à peu près 300 mètres carrés. Décide que ça m'appartient. Rangez tout, cassez tout. Je peux vous donner un petit lopin de terrain. Absolument. Là-bas. Et la communauté internationale... Elle est hypocrite. Et c'est ça qui fait le drame. Hein. Oui, pour résumer, je dirais ce que je dis sur la question palestinienne en tout cas, elle symbolise toute l'hypocrisie de notre humanité, mais puisque vous êtes orienté un peu dans le sens de ce que font les Africains, je dis les Africains, ils sont à la remorque exactement de ce que font les Occidentaux. Ça veut dire que de plus en plus quand même, il y avait à un moment donné où le peuple était là. Mais le dirigeant politique, il est libéré un peu du poids affectif, aussi bien le dirigeant arabe qu'africain, qui faisait que cette vague de sympathie en Arabie qu'on avait pour le peuple palestinien imposait un peu la démarche et orientait, informait la démarche de l'homme politique. Il y a un recul sur le plan affectif, c'est valable également pour les Africains. J'ai parlé de Anne Jonas, il résume exactement la morale de l'homme politique. Anne Jonas, il dit, là-bas, tu peux, donc tu dois. Seigne Muntaha, ce qu'il enseigne, c'est tu dois, donc tu ne peux pas. Bien dit, merci d'avoir été avec nous à l'ère du temps. Merci à Sangue Diouf, philothérapie et professeur de philosophie intellectuelle. Merci à Pathé Mbouch, journaliste éditorialiste qui gère le journal Le Devoir, l'un des journalistes les plus remarqués dans ce pays, le doyen. Merci encore à tous qui étaient avec nous pour suivre cette émission. Merci à Biran Sissi à la partie technique. Hommage encore à Moriba Magasuba. Repose en paix. Si tu le permets, je dis vivement la politique mbekte et adieu la politique fitna, c'est l'enseignement de Seigne Moutaha. Merci. Bon dimanche. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal. e-Radio